Je m'appelle Léa, j'ai 35 ans et je suis responsable administrative dans une petite ville du centre Val-de-Loire, où les champs de blé s'étendent à perte de vue et où tout le monde se connaît. Ma vie suivait un rythme doux et régulier, le travail, la maison, l'amour, jusqu'à ce que tout s'effondre. Aujourd'hui, je vis avec ma mère dans un appartement calme au sein d'une résidence qui est devenue mon sanctuaire. Mais le chemin pour y arriver a été une histoire de chagrin, de trahison et de redécouverte de moi-même. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé, à la vie que j'avais construite avec mon mari, Henri, et comment tout a commencé à s'écrouler. Henri et moi avons été mariés pendant 9 ans et chaque moment avec lui était comme un cadeau. Il avait 6 ans de plus que moi, avec un rire si communicatif qu'il pouvait illuminer toute une pièce et un cœur si grand qu'il vous faisait croire en la bonté humaine. Nous nous sommes rencontrés au barbecue d'un ami où il a renversé de la moutarde sur ma robe d'été préférée et a passé le reste de la soirée à s'excuser avec ce sourire timide. Je suis tombée folle amoureuse de lui. Sa gentillesse, sa force tranquille, la façon dont il écoutait, comme si chaque mot que je disais comptait. Mais la vie n'a pas toujours été facile. Henri travaillait pour un grand cabinet à Orléans, jonglant avec les chiffres et charmant les clients. Son patron, en revanche, était une autre histoire. Un tyran qui l'humiliait en réunion, lui imposait des délais impossibles et répandait des rumeurs pour le garder sous contrôle. La situation est devenue si grave qu'Henri a commencé à perdre le sommeil, ses yeux cernés par le stress. Il a consulté un psychiatre, a pris une pause, mais le mal était fait. Il a démissionné, pendant un certain temps, nous avons vécu uniquement sur mon salaire. Je travaillais dans une entreprise de logistique, gérant les plannings et assurant le bon fonctionnement du bureau. J'aimais mon travail, l'ordre, le sentiment d'être utile, mais ce n'était pas assez pour financer tous nos rêves. Henri a mis 3 mois à se rétablir, redevenant lentement lui-même. Son psychiatre était ravi de ses progrès, et je le surprenais parfois à fredonner dans la cuisine, son ancienne joie de vivre refaisant surface. Il a trouvé un nouvel emploi dans une petite entreprise, gagnant moins de la moitié de son ancien salaire, mais il adorait son travail. C'était dans l'analyse de données, sa passion, et il rentrait à la maison avec des histoires sur ses projets, les yeux à nouveau brillants. Nous parlions d'enfants, mais avec nos finances serrées et la situation de ma mère, nous avons décidé d'attendre. Nous n'étions que tous les deux, et cela suffisait, jusqu'à ce que tout change. Ma mère vivait seule depuis le décès de mon père quand j'étais au collège. Elle était farouchement indépendante, m'élevant avec amour et courage dans notre vieille maison grinçante. Mais un accident de voiture l'a laissée paralysée, la condamnant à un fauteuil roulant. Notre maison familiale, avec ses escaliers raides et ses couloirs étroits, n'était pas adaptée. Sans hésiter, Henri a dit, « Faisons-la venir vivre avec nous ». J'ai été bouleversée par sa gentillesse. Ma mère aussi. Elle avait toujours considéré Henri comme un fils. Mais c'était autre chose. Cela signifiait construire une nouvelle maison, une maison dans laquelle elle pourrait se déplacer confortablement. Et c'est là que le grand-père d'Henri est entré en jeu. Le grand-père d'Henri était agriculteur, un homme de peu de mots mais d'une profonde générosité. Il adorait Henri, voyait en lui le bien que sa propre famille ignorait souvent. Quand il est tombé malade, il a commencé à partager ses biens et il nous a donné un magnifique terrain juste à l'extérieur de la ville, à 10 minutes en voiture de chez les parents d'Henri. C'était un cadeau qui ressemblait à un miracle, un vaste lopin de terre où nous pouvions construire notre avenir. Mais avec le nouvel emploi d'Henri et notre budget serré, obtenir un prêt immobilier était une bataille. Les banques hésitaient car Henri n'était pas employé depuis assez longtemps. Mais nous n'avons pas abandonné. Après des mois de refus, nous avons trouvé un prêteur prêt à nous donner notre chance. Nous avons conçu une maison de plain-pied, parfaite pour ma mère. Des portes larges, pas de marche, un jardin ensoleillé où elle pourrait lire et siroter son café. La maison avait des poutres apparentes, un parquet en chêne et une cuisine conçue juste pour ma taille. Chaque clou planté semblait être la promesse d'une vie meilleure. Nous visitions le chantier tous les jours, regardant notre rêve prendre forme. Henri me tenait la main, souriant, et me disait, « C'est à nous, Léa. Pour toi, moi et ta mère. » Mais tout le monde n'était pas heureux pour nous. La famille d'Henri, sa mère et sa sœur, Manon, vivaient à proximité, et leurs ressentiments couvaient. Manon,
agent immobilier à mi-temps à la langue bien pendue, a éclaté de rire quand nous leur avons annoncé que ma mère emménageait avec nous. Quoi? Vous allez traîner votre mère dans votre nouvelle maison de luxe, avait-elle dit, ses mots dégoulinant de mépris. La mère d'Henri était pire, murmurant qu'épouser quelqu'un comme moi, issu d'un milieu modeste, n'apporterait que des ennuis. Henri a balayé leurs remarques, disant que sa famille lui montrait comment ne pas être. Il croyait que son grand-père nous avait donné le terrain pour construire quelque chose de bien, quelque chose de durable. Je me suis accrochée à cet espoir, mais au fond de moi, je savais que les ennuis ne faisaient que commencer. Le jour où nous avons emménagé dans notre nouvelle maison aurait dû être une fête. L'air sentait la peinture fraîche et le cèdre, et le visage de ma mère s'est illuminé lorsqu'elle est entrée dans sa chambre spacieuse, la lumière du soleil inondant la pièce par les fenêtres. Henri et moi avions passé des semaines à tout préparer. Des chaussons près de la porte, une rampe d'accès au jardin, une kitchenette dans l'espace de ma mère pour qu'elle se sente indépendante. Nous avons invité la mère d'Henri et la famille de Manon, pensant que ce serait une occasion de partager notre joie. J'aurais dû m'en douter. Manon et son mari sont arrivés en retard. Sans excuse, traînant de la boue sur mes sols propres. La mère d'Henri m'a à peine regardé, les lèvres pincées en inspectant la maison. Bel endroit, a dit Manon avec un sourire narquois. Ça sent un peu la vieille grange du grand-père, non? Pas besoin de désodorisant, hein? Elle a ignoré les chaussons que je lui ai proposés, riant quand j'ai suggéré qu'il garderait les sols propres. Oh, Léa, détends-toi. Tu pourras passer la serpillière plus tard. Son mari a suivi son exemple, piétinant partout comme s'ils étaient chez eux. J'ai serré les dents, essayant de maintenir la paix, mais j'avais l'estomac noué. Puis la mère d'Henri a jeté son dévolu sur la chambre de ma mère. C'était comme un petit studio, lumineux, ouvert, avec son propre évier et un comptoir pour sa bouilloire. Je prends cette chambre, a-t-elle dit d'une voix sèche. Pourquoi a-t-elle le meilleur emplacement? Ma mère, qui sirotait tranquillement sa limonade, s'est figée. Avant que je puisse répondre, la mère d'Henri s'est tournée vers elle et a dit « Je parie que tu es contente d'avoir eu cet accident, hein? Ça t'a sorti du taudis où tu vivais pour te mettre dans ce palais. Quelle chance !» Les mots ont claqué comme une gifle. Le visage de ma mère s'est décomposé, ses mains tremblant sur ses genoux. J'ai senti la rage monter en moi, brûlante et vive, mais Henri m'a devancée. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» a-t-il lâché, se plaçant entre sa mère et la mienne. Sa voix était basse, calme, mais ses yeux lançaient des éclairs. « Tu n'as pas le droit de parler comme ça. Pas dans notre maison. Jamais. Excuse-toi maintenant. » Manon a levé les yeux au ciel en secouant ses cheveux. « Waouh, Henri. Belle façon de nous accueillir. Tu construis une maison et soudain tu te prends pour le roi. C'est le terrain de grand-père, tu sais. C'est pratiquement à nous aussi. » Son mari a hoché la tête, souriant d'un air narquois comme si tout cela n'était qu'une blague. La mère d'Henri en a rajouté, me pointant du doigt. « C'est toi le problème, Léa. Tu l'as toujours été. Mon fils est obligé de s'occuper de ta mère estropiée à cause de toi. Tu es une malédiction. » Je tremblais, les larmes me brûlant les yeux. Mais Henri n'a pas reculé. « Assez, a-t-il dit, sa voix dure comme l'acier. Vous avez insulté ma femme et sa mère dans leur propre maison. Vous pensez que son accident était une chance? Vous traitez Léa de malédiction? C'est vous qui devriez avoir honte. Dehors. » Le silence s'est fait dans la pièce. Manon et sa mère nous ont fusillés du regard. Leur visage était tordu de colère, mais ma mère a pris la parole, sa voix douce mais ferme. « Ce n'est rien, Henri. Je suis ici à cause de l'accident, et cette maison est magnifique. Merci pour ta gentillesse. » Ces mots m'ont brisé le cœur. Elle essayait d'arranger les choses, de prendre le blâme pour préserver la paix. Henri a secoué la tête, la mâchoire serrée. « Non, maman. Tu ne leur dois rien. Je suis désolée que tu aies eu à entendre ça. » Manon et sa mère sont sorties en trombe, me lançant des regards noirs en partant. Ma mère a fondu en larmes, s'excusant d'avoir gâché la journée. Mais Henri s'est agenouillé à côté d'elle, lui serrant la main. « C'est ta famille, a-t-il dit.
C'est aussi ta maison. Cette nuit-là, j'étais allongée, éveillée, le bras d'Henri autour de moi, me sentant à la fois reconnaissante envers lui et malade d'angoisse. Sa famille habitait juste au bout de la route, et je savais que ce n'était pas la fin de leur venin. La vie a repris un rythme tranquille après la pendaison de crémaillère. Ma mère a recommencé à sourire davantage, s'occupant de son petit jardin d'herbes aromatiques dans la cour. Henri et moi trouvions notre équilibre, volant des moments pour danser dans la cuisine ou planifier des soirées cinéma le week-end. Mais un après-midi, alors que j'étais au travail à trier des plannings de livraison, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, la voix tremblante. « Léa, c'est Henri. Il s'est effondré au travail. Tu dois venir à l'hôpital. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai attrapé mes clés, dit à mon patron que je devais partir, et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital, m'accrochant à l'espoir qu'Henri irait bien, qu'il ferait des blagues comme toujours. Quand je suis arrivée, le voir là, des tubes sortant de ses bras, les machines bipant, m'a anéanti. Les mots du médecin étaient flous. Tumeur au cerveau, état critique, il pourrait ne pas se réveiller. Je me suis assise à son chevet, lui tenant la main, le suppliant d'ouvrir les yeux. Nous devions voir une comédie romantique ce week-end. Comment cela pouvait-il arriver? Malgré mes prières, Henri s'est éteint cette nuit-là. Je n'ai même pas pu pleurer au début. Je suis juste restée là, engourdie, comme si le monde avait cessé d'avoir un sens. Puis Manon et sa mère sont arrivées. Je ne sais pas qui les a appelées, mais à la seconde où elles sont entrées, l'atmosphère est devenue pesante. Les yeux de Manon étaient froids, sa voix tranchante. « Qu'est-ce que tu lui as fait, Léa? Tu l'as empoisonné pour l'argent de l'assurance ?» Sa mère a acquiescé, le visage tordu de mépris. « Il arrive toujours des malheurs autour de toi. Tu portes la poisse. » Leurs mots m'ont blessé plus profondément que je ne l'aurais cru possible, mais j'étais trop brisée pour me défendre. Ma mère est arrivée, poussée par une aide-soignante, et quand elle a vu Henri, elle s'est effondrée. Ses sanglots ont libéré les miens, et nous nous sommes serrés l'une contre l'autre, pleurant l'homme qui avait été notre roc. La mère d'Henri a ricané. « Arrêtez cette comédie. Tu l'as changé, Léa. Tu l'as monté contre nous. On en a fini avec toi. » Elles sont parties sans un mot de plus, refusant d'aider pour les funérailles. Le directeur des pompes funèbres est intervenu, nous guidant dans les préparatifs. Mais quand j'ai communiqué les détails à la mère d'Henri, elle a ri amèrement. « Nous ne viendrons pas. Il vous a choisi, toi et ta mère, plutôt que nous. » Manon n'est pas venue non plus. Aux funérailles, les collègues et les amis d'Henri ont rempli la salle, partageant des histoires sur sa gentillesse, son humour. Leurs larmes montraient à quel point il était aimé, et cela m'a brisé le cœur une fois de plus. Mais l'absence de sa famille, c'était comme une trahison finale, la preuve de qui ils étaient vraiment. Je me suis tenue près de son cercueil, lui murmurant des promesses de garder sa mémoire vivante, même si le poids de sa perte m'écrasait. Revenir à la maison après les funérailles d'Henri, c'était comme marcher dans un brouillard. Ma mère et moi étions épuisés. Nos yeux rouges de larmes. Nos cœurs lourds de chagrin. En entrant dans l'allée, j'ai remarqué une lumière allumée à l'intérieur de la maison. « On a laissé ça allumer ?» ai-je demandé en fronçant les sourcils. Ma mère a secoué la tête, confuse. Je pensais qu'on avait tout éteint. J'ai mis ça sur le compte du chagrin. Le deuil vous fait oublier des choses, n'est-ce pas? Mais quand j'ai déverrouillé la porte, le son de la télévision à plein volume m'a glacé sur place. Ma mère a attrapé mon bras, sa voix tremblante. « Léa, qu'est-ce qui se passe ?» Nous sommes entrés et mon cœur a sombré. Le salon était méconnaissable. Notre canapé confortable, la table basse qu'Henri et moi avions choisie, disparu. À leur place, des chaises bon marché et dépareillées, et des cartons empilés partout. Manon et son mari étaient assis sur l'une des chaises, mangeant des plats à emporter comme s'ils habitaient là. Je me suis figée, ma voix à peine un murmure. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Manon a levé les yeux, un sourire narquois aux lèvres. « Oh, Léa, tu es de retour. N'entre pas comme ça sans prévenir. C'est notre maison maintenant. On a vendu tes affaires, alors tu devrais probablement partir. »
Ma mère a eu un hoquet, ses mains agrippant son fauteuil roulant. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Vendu nos affaires? De quoi tu parles? Manon a haussé les épaules. Avec un naturel déconcertant. Une société de revente est passée. On a eu un bon prix pour tes meubles. Bon goût, au fait. On a acheté de nouvelles choses. Personne ne veut des objets qu'un mort a touchés. Ça porte malheur, tu sais. Son mari a hoché la tête, sans même lever les yeux de son téléphone. Le visage de ma mère est devenu rouge, sa voix tremblant de rage, mais elle était trop choquée pour parler. Je tremblais, partagé entre le chagrin et la fureur. C'étaient nos affaires, choisies avec amour, remplies de souvenirs d'Henri. Comment pouvait-il faire ça? J'ai exigé de savoir où étaient nos biens. Manon a fait un geste de la main vers des cartons dans un coin. On a emballé ce qui restait. Tu n'as pas grand-chose, hein? Minimaliste ou juste fauché. Son rire était comme des ongles sur un tableau noir. J'ai appelé la société de revente sur le champ, mes mains tremblant pendant que j'expliquais la situation. Ils étaient stupéfaits, promettant de traiter les articles comme volés et de les restituer. Mais debout dans ma propre maison, entourée de meubles étrangers, je me sentais violée. C'était la maison qu'Henri avait construite pour nous, pour ma mère. Maintenant, elle était souillée. Cette nuit-là, ma mère et moi étions assises dans sa chambre, le seul espace qu'il n'avait pas touché. Elle m'a regardée, ses yeux fatigués mais déterminés. Qu'est-ce qu'Henri dirait, Léa, s'il voyait ça? J'ai fermé les yeux, imaginant son visage. Il avait toujours dit que certaines personnes, y compris sa famille, ne comprendraient jamais la gentillesse, peu importe les efforts. Il nous dirait de partir, ai-je dit, la voix brisée. Il dirait qu'il ne mérite pas notre combat. Ma mère a hoché la tête, me serrant la main. Sur un coup de tête, j'ai trouvé un appartement accessible en ligne et j'ai signé le bail le lendemain. La société de revente a conservé nos meubles, et 3 jours plus tard, nous avons déménagé, laissant la maison et la famille d'Henri derrière nous. Ça faisait mal, mais je savais que c'était ce qu'il aurait voulu. Quitter la maison, c'était comme perdre Henri une seconde fois, mais c'était aussi une libération. Ma mère et moi nous sommes installés dans notre nouvel appartement, un endroit cosy avec de larges portes et un balcon où elle pouvait lire au soleil. Henri avait souscrit plusieurs assurances vie, plaisantant toujours, quand je ne serai plus là, vous serez à l'abri, toi et ta mère. Ces mots, autrefois une taquinerie, sont devenus notre bouée de sauvetage. Les assurances ont versé plus que ce à quoi je m'attendais, assez pour que nous vivions confortablement pendant des années. Et comme j'avais acheté la maison à mon nom, l'historique professionnel d'Henri le rendant inéligible au prêt, j'ai cessé de payer les mensualités. Selon notre contrat, la banque la mettrait aux enchères après 4 mois. Ces 4 mois ont filé, et bientôt mon téléphone a été inondé d'appels de Manon et de sa mère. Je les ai ignorés au début, leur nom s'affichant sur mon écran comme un mauvais rêve. Mais elles étaient implacables, alors j'ai finalement répondu. Manon hurlait avant même que je puisse parler. La maison est en vente. Qu'est-ce que tu as fait? Il s'est avéré qu'elle s'était installée dans la maison après notre départ, pensant pouvoir la réclamer. Mais quand la banque l'a saisie, elles se sont retrouvées à la porte, désemparées. Manon a avoué qu'elle avait quitté son travail et que sa mère avait vendu sa propre maison pour couvrir des dettes de jeu. Même le terrain qu'elles avaient hérité du grand-père d'Henri, leur principale source de revenus, avait disparu, vendu des années auparavant. La mère de Manon est intervenue, la voix désespérée. Léa, je suis désolée. On peut tout recommencer? Tu pourrais peut-être nous prêter un peu d'argent. J'ai failli rire. Vous m'avez traité de porte-poisse. Vous avez dit que j'avais ruiné votre fils. C'est fini entre nous. Vous l'avez clairement fait savoir. Manon a explosé, criant, espèce de diablesse. Donne-nous l'argent. J'ai raccroché, le cœur battant mais calme. J'avais passé des mois à travailler avec un avocat pour m'assurer que la vente aux enchères de la maison se déroule sans encombre. Ce n'était pas personnel, c'était pratique. La vente a eu lieu et l'argent, combiné à l'assurance d'Henri, nous a offert un nouveau départ. Nous avons trouvé un nouveau foyer,
un appartement de standing dans une résidence sécurisée avec un grand balcon où ma mère pouvait siroter son café et se perdre dans ses livres. Henri avait toujours voulu qu'elle ait un espace comme celui-là, un endroit où elle pourrait se sentir libre, sans être gênée. L'appartement était plus petit que notre ancienne maison, mais chaque centimètre carré nous ressemblait, sûr, calme, à nous. Les meubles que nous avions récupérés remplissaient l'espace. Chaque pièce était un rappel de l'amour d'Henri. Je pouvais presque l'entendre dire, « Tu vois, Léa ? Je t'avais dit que je prendrais soin de vous. » Pendant ce temps, Manon et sa mère ont fini dans un logement social, leur vie partant en lambeaux. Les voisins se plaignaient de leurs disputes nocturnes, de leur comportement imprudent, comme organiser un barbecue sur un minuscule balcon, suscitant des inquiétudes pour la sécurité. Le mari de Manon est parti, incapable de supporter le chaos. Le voisinage, excédé, parlait d'expulsion pour retrouver la tranquillité. Il était difficile de ne pas voir l'ironie. Henri disait toujours, on récolte ce que l'on sème, et il avait raison. Leur cupidité, leur cruauté les avait rattrapés. Quant à ma mère et moi, nous construisons une vie dont Henri serait fier. L'appartement est notre havre, un lieu où nous pouvons rire, pleurer et nous souvenir de lui sans crainte. Je pense à lui tous les jours. À son sourire, à son courage, à la façon dont il nous a défendus. Bien vivre, entouré d'amour et de paix, est ma façon de l'honorer. Il nous a tant donné. Et je porterai sa lumière en moi, quoi qu'il arrive. À tous ceux qui ont suivi ce parcours, merci. Vous m'avez accompagné à travers le deuil, la trahison et une paix durement gagnée. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre. Chaque foyer que nous construisons, chaque souvenir que nous gardons raconte une histoire d'amour, de résilience et de nouveaux départs. Continuez de suivre votre propre lumière et je vous retrouverai dans ces moments de quiétude où le cœur trouve son refuge.